Alors Max Planck a eu des difficultés, même s'il avait du mal à accepter sa découverte, il a eu cette heureuse formule, la vérité ne triomphe jamais, ce sont les ennemis de la vérité qui finissent par mourir. Voilà. Et le contrepoids, parce qu'il faut bien un contrepoids, c'est Jean Rostand qui dit les biologies se passent et les grenouilles restent. Alors, curieusement, cette discontinuité va entraîner des propriétés qui nous semblent soit complètement surréalistes, irrationnelles, poétiques pour certains. Par exemple, lorsque deux particules ont été en contact, elles le resteront, quelle que soit la distance qui les sépare. J'ajouterai dans l'espace et même dans le temps. Intéressant. On pourrait dire que deux particules qui dans le passé se sont aimées d'un amour tendre ne peuvent plus être considérées comme si elles ne s'étaient jamais rencontrées. Elles sont marquées à tout jamais par cette rencontre et forment un tout inséparable. Ça veut dire que tous nos atomes sont nés peut-être d'un mythe, on verra par la suite le Big Bang, mais on est dans l'illusion d'une séparation. Alors, autre chose, en mécanique quantique, on ne peut pas mesurer avec la même précision la position et la vitesse d'une particule. C'est quand même curieux. Dans notre monde classique, c'est ce qui permet les radars, on peut mesurer la vitesse et la position. En mécanique quantique, si on a une précision sur la vitesse, on aura une incertitude sur la position, et vice-versa, si on a une certitude sur la position, on aura une incertitude sur la vitesse. Alors imaginez un radar quantique, on pourrait vous dire on vous a flashé à tel endroit, mais on ne sait pas à quelle vitesse, ou alors on vous dirait on vous a pris à telle vitesse, mais on ne sait pas où. Et vous pourriez dire légitimement, et je ne peux pas avoir de verbalisation, vu que vous ne savez pas à quelle vitesse roulait ou où j'étais. Alors comment on peut expliquer ça? On va l'expliquer très simplement. Imaginez une particule. Vous voulez savoir où elle est. Pour savoir où elle est, dans le noir de l'expérience, il faut bien l'éclairer. Et quand on lui envoie un rayonnement puissant, en mécanique quantique, la lumière, qui paraît immatérielle, eh bien, elle a une dimension corpusculaire. C'est comme une petite boule d'énergie. C'est exactement comme ça qu'Einstein la voit, un quantum d'énergie. Et quand deux boules se rencontrent, ça donne la célèbre figure de la pétanque. Donc en voulant mesurer avec précision là où se trouve une particule, on va envoyer une lumière puissante qui sera une boule lumineuse, ça va faire un choc et on aura quoi? Une modification de sa vitesse. Donc si on veut avoir avec précision la position, on aura une incertitude sur la vitesse, et vice-versa. Alors ça devient intéressant parce que vous voyez bien que là on comprend que mesurer c'est perturber. Mesurer la position d'une vitesse, c'est prendre le risque de perturber sa position. Mesurer la position d'une particule, c'est prendre le risque d'avoir une incertitude sur sa vitesse. Et mesurer, c'est perturber. Là, on rentre dans un autre monde qui est notre part de responsabilité. C'est-à-dire qu'on est dans l'illusion d'une séparation. Et un grand physicien théoricien, John Archibald Wheeler, disait pour savoir comment se comporte l'électron qui est derrière une vitre, on est obligé de briser la vitre. Et en brisant la vitre, on perturbe l'électron par définition. C'est comme si on allait voler un bijou. Ça veut dire qu'on est responsable du monde dans lequel on vit. Autre propriété très curieuse de la mécanique quantique, on a l'habitude, nous, quand on positionne une particule, de savoir si elle est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il se trouve qu'en mécanique quantique, elle est aux 4 points cardinaux, avant la mesure. Et ça paraît complètement surréaliste, et pendant des années, les gens disaient « mais c'est des abstractions de théoriciens en mal d'abstraction ». La réponse c'est non. On a réussi à prouver qu'une particule, avant une mesure forte, avait la possibilité d'être aux 4 points cardinaux. On parle d'états superposés. Vous voyez que très simplement, avec la logique du bon sens, sans les équations, d'ailleurs les équations en savent beaucoup plus que nous, d'une certaine façon. Et ils nous rendent beaucoup plus d'informations que nous leur donnons. C'est comme des êtres vivants. Eh bien, vous pouvez rentrer dans la logique de cette physique moderne et arriver à comprendre que la grande révolution à venir, ça va être vraiment d'intégrer cette mécanique quantique. Alors, les peuples premiers, ou les peuples racines que j'évoquais, ils vivent selon cette logique que j'ai appelée la logique de l'intériorité. C'est-à-dire que, pour eux, on n'est pas séparés du monde qui nous entoure, on est reliés. Et je vais prendre un exemple d'un peuple racine qu'on appelle les Kopis.
Les Kogis, ce sont des peuples qui vivent en Colombie. Je dis des peuples parce qu'il y a différentes ethnies. Les Kogis sont partis des peuples précolombiens. Et les Kogis nous donnent une image du monde. Pour eux, la Terre est comparable à un immense métier à tisser sur lequel le soleil dépose sa toile de vie. Donc pour eux, penser, c'est relier. C'est un fil de coton blanc. Quand on a une pensée analytique, ça devient un fil de coton noir. Ils ne peuvent pas envisager la pensée sans cette marque de reliance. Donc ils ont tout à fait compris qu'on est lié au monde minéral, au monde végétal, au monde... le cosmos, et le monde animal évidemment. Et donc pour eux, chaque acte doit être un acte de reliance. Un Kogi à qui on demandait s'il lui arrivait de pleurer dit non parce que ça ferait déborder les rivières. N'est-ce pas l'illustration parfaite de l'intrication? C'est-à-dire qu'on est intriqué par l'eau de notre corps à l'eau extérieure, et si à un moment donné on se laisse aller à la tristesse, eh bien la tristesse va être extériorisée, il y a un lien, il y a une intrication, et ça peut faire déborder les rivières. Et ils ont une autre opinion de leur responsabilité. Alors évidemment, comme les peuples premiers, ce sont des peuples qui s'expriment par des mythes, mais je répondrai, parce que souvent on oppose le mythe qui est la porte ouverte à l'imaginaire, à la science qui a apparemment démythologisé. C'est faux. Et un journaliste qui lui posait la question de l'importance du monde grec dans ses pièces de théâtre, le dramaturge c'est Jean Cocteau. Jean Cocteau a répondu à ce journaliste: je préfère les mythes à l'histoire, parce que les mythes ce sont des choses présentées comme fausses qui s'avèrent vraies avec le temps, alors que l'histoire ce sont des choses présentées comme vraies qui s'avèrent fausses avec le temps. Le mythe est un mensonge qui dit la vérité, alors que l'histoire est une vérité qui dit un mensonge. C'est complètement différent. Et donc, dans ce monde mythologique, eh bien, on sent bien qu'ils ont un autre rapport au vivant. Ils ont tout à fait compris la phrase de Linus Pauling: la vie ne réside pas uniquement dans le monde minéral, végétal, animal, mais dans les relations que nous allons établir avec ces mondes, et dans les relations que nous allons établir entre nous et avec le cosmos. Et c'est ça la vie. C'est cette notion de reliance. C'est le lien que nous avons établi avec le monde qui nous entoure. Alors, ils sont dans un monde d'intrication. Pour eux, l'esprit d'une chose qu'ils appellent aluna, c'est l'esprit de la chose, c'est la vibration qui est associée à l'objet. Et donc, un objet, il a une vibration aussi réglée que la touche d'un piano. Et donc, on ne peut pas modifier cet objet, parce que le modifier, c'est ça l'animisme, ça serait modifier la vibration qui est associée à l'objet, ça serait trahir l'objet. En tous les cas, ces peuples avaient prévu, à travers leur langage mythologique, ce mensonge qui dit la vérité. Ils avaient prévu que si on extrayait trop de métaux dans la terre, dans les entrailles de la terre, qu'ils appellent Nuiva, l'or, il y aurait des catastrophes. C'est exactement ce qu'on est en train de voir, et la réponse a été donnée par un géophysicien russe du nom de Dimitriev, Alexei Dimitriev. Il a démontré que quand il n'y a pas assez de métaux dans la Terre, parce qu'on a trop puisé ces métaux, en dehors même de l'or, eh bien il y a des courants qui circulent sur Terre, il y a des courants qui circulent dans l'atmosphère. Ce sont des courants couplés. Et si à un moment donné, le courant est dérégulé sur Terre, ça va entraîner une dérégulation dans les airs, et c'est ça qui est à l'origine des cyclones et des tempêtes, etc., qu'on voit, parce qu'on a trop puisé dans les entrailles de la Terre. Et souvent, vous voyez, à travers une image qui peut paraître simpliste, mais qui n'est pas simple, on est plus justement relié aux choses que nous, qui vivons dans l'empire des mots. Parce que, regardez par exemple la notion de bonheur, ça veut dire quoi? C'est un mot. La notion de démocratie, c'est un mot. Est-ce que dans les faits, on a compris vraiment ce qu'était la chose? La chose, c'est la force qu'on déploie pour ne pas être proche de la chose en lui donnant un nom. Parce que c'est trop fort. Alors, comment vous faire sentir ça? Je vais utiliser une... voilà, il faut démystifier. En fin de compte, ces peuples nous envoient un message qui est assez juste, et Nietzsche nous dit d'une certaine façon, ce philosophe nihiliste qui est contraire
la Ligue optimiste, nous dit « Qu'est-ce que la vérité si ce n'est une troupe mobile de métaphores qui, après un long usage, sont tenues par un peuple pour solide, canonique et fiable ?» Et il ajoute « Les vérités sont des illusions, nous avons oublié quelles sont-elles. » On ne peut pas mieux dire. Finalement, on a défini une sorte d'espace qu'on appelle l'espace des mots, et les mots ne collent plus aux choses. Ça s'éloigne des choses, il y a une sorte de distanciation. Et ces peuples premiers, dans la façon de vivre, sont non seulement des peuples écologiques, ça on le sait, qui établissent une bonne relation, une bonne reliance avec les mondes qui les entourent, minéral, végétal, animal, même le cosmos, mais en dehors de ça, ils ont compris la responsabilité de leur pensée. C'est-à-dire que penser d'une certaine façon, ça va modifier le monde. C'est pas simplement la pensée agissante, c'est l'action par la non-action dont parlent les bouddhistes. Alors, c'est vrai qu'on pourrait tout à fait envisager un autre rapport au monde. Vous voyez bien que notre rapport au monde est un rapport de logique. C'est-à-dire que si vous changez votre logique, vous avez une autre focale, vous allez relationner différemment avec le monde. Donc il y a deux types de sociétés, si je peux dire. Il y a ceux qui ont considéré que seule la logique de l'extériorité, celle qui régit notre monde quotidien macroscopique, plus proche de la physique classique, nous amenait à avoir un type de relation avec ce monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perturbation par notre présence, nos pensées, on est déresponsabilisé de ça. Et puis il y a d'autres peuples qui savent très bien, j'appelle ça la logique de l'intériorité, que dans leur silence de leur pensée, eh bien, il y a des possibilités de perturber le monde et ils sont responsables du monde qui les entoure. Vous voyez, simplement en changeant la logique, on va changer ça. Alors effectivement, le vrai polytechnicien, l'école polytechnique, elle a été créée la première en France, hein, ce sont des monotechniciens. Le vrai polytechnicien, c'est celui qui vit dans les peuples traditionnels parce qu'il est en mesure de comprendre tous les rouages du monde qui l'entoure. Vous voyez, on est tous pris en flagranderie, moi le premier, d'ignorance vis-à-vis de telle ou telle discipline. On ne sait pas. On nous a rendus non autonomes. Voilà, c'est tout un problème pour réparer sa voiture, pour bricoler, voilà. Et donc, au fur et à mesure qu'on nous a dépossédés de notre autonomie, à la fois intellectuelle, à la fois en termes de savoir technique, on nous a rendus dépendants des autorités. Et sans s'en rendre compte, eh bien, on a accepté que l'extérieur nous vole notre autonomie. Alors, sans le principe d'unité, qui est le lien qui relie tous les éléments que nous avons tous en nous, on n'aurait ni la cohérence, ni la certitude, ni l'espoir d'un monde qui serait livré au désordre et à la diversité. C'est ça qui nous assure. Il y a bien en nous une cohérence. On le sent bien que le monde est cohérent. Est-ce que vous croyez que le monde s'est bâti dans l'incohérence, dans le désordre, dans la diversité? Il y a bien des lois. Ces lois sont autour de nous. Et on arrive à la conclusion que nous avons bâti sur Terre un monde qui souvent s'oppose à la logique de ces lois, à la logique du cosmos, à la logique du vivant, à la logique de l'univers. Il est temps qu'on puisse se réapproprier ces logiques, parce que si on ne vit pas selon la logique du monde dans lequel on vit, on va s'effondrer. Et l'écrivain Paul Valéry l'avait compris en disant « La main, c'est un organe extraordinaire, en quoi réside toute la puissance de l'humanité, et par quoi, assez curieusement, elle s'oppose à la nature, de laquelle, cependant, elle procède. » Alors, que ça soit la physique, que ça soit la chimie, les chimistes ici, finalement le chimiste, lui, c'était un sculpteur des molécules, il n'a pas besoin peut-être de rentrer dans la finesse de la mécanique quantique, mais en tous les cas, il a compris que la vie réside bien dans les relations que les molécules établissent entre elles, établissent avec notre corps. Il a bien compris qu'il y a des molécules qui sont dangereuses et des molécules qui ne le sont pas. Je pense que le monde à venir doit être fondamentalement différent et c'est notre transmutation intérieure qui le fera changer. Et c'est peut-être ça qui nous rend aussi difficile l'acceptation de la mécanique quantique pour notre monde à nous, c'est qu'on est obligé d'accepter que c'est d'abord la transformation intérieure qui entraînera la transformation secondaire du monde. Comme dit Lao Tzu, pour la chenille qui va subir les soubresauts de la transformation, c'est un drame, alors qu'en réalité, c'est un splendide papillon. La crise est salutaire, c'est ce qui nous oblige à changer. S'il n'y avait pas de crise, on ne changerait pas.
On peut dire que l'Orient a confiance et conscience de l'harmonie, alors que l'Occident, lui, n'a pas cette sensation d'harmonie. Alors, effectivement, si notre intériorité est aussi fondamentale que nous dit la mécanique quantique, et bien si on se cale sur un optimisme, on va changer de rapport au monde et les choses se changeront. Ça paraît peut-être déraisonnable, mais je vous assure qu'il n'y a pas de différence entre le monde microscopique et le monde macroscopique. C'est ce que les physiciens commencent à découvrir progressivement, parce qu'il faut une preuve. Et un écrivain qui avait reçu en son temps le prix Nobel disait « Si on avait suivi la voie intuitive au lieu de la voie analytique, on aurait été beaucoup plus loin et de beaucoup plus loin. » Et la voie intuitive, vous l'avez tous en vous. Elle vibre en vous. Et vous sentez bien que à travers ce discours, il y a des choses qui se passent en vous parce que vous sentez qu'il y a une logique qui est vraie. Sinon, pourquoi la nature aurait fait deux logiques? Simplement pour donner des prix Nobel? Récompenser des scientifiques qui croient pour la plupart encore au Père Nobel? Ben non, c'est parce qu'il y a bien un principe d'unité. Pourquoi il y aurait deux physiques pour embêter les humains? Pourquoi il y aurait à la fois cette mécanique quantique et cette physique classique? Vous voyez bien que là aussi on établit une frontière. Et c'est quand même curieux de voir que si on comprend ça, l'homme serait un curieux être hybride, mi-quantique, mi-classique. Son intériorité relève de la mécanique quantique et son extériorité relève de la mécanique classique. En fin de compte, non. C'est une même physique qui se décline en fonction des circonstances, et c'est notre relation au monde, donc nos pensées, qui sont en mesure de pouvoir changer le monde. Alors c'est la même chose quand on regarde par exemple l'art, qui s'oppose souvent à la poésie. Il y a eu un mouvement dans l'art qui est comparable à la progression de la physique. Par exemple, au départ, l'art classique, tout est matériel. Il y a d'un côté la matière, de l'autre la vibration. Et puis progressivement, on s'est rendu compte, et la physique arrive à cette même conclusion, que la notion de matière qui s'oppose à la lumière allait utiliser les deux, matière et lumière. C'est un peu ce que l'art moderne nous a montré. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple un peintre comme Georges Seurat, quand il peint avec ce qu'il appelle la touche punctiforme par point, il sent très bien intuitivement qu'il y a à la fois de la couleur, de la matière et de la vibration. C'est les deux réunis. Et ça, c'est ce que les physiciens vont découvrir, alors c'est à la fin du 19e siècle, dans les années 20. Ils vont découvrir que la matière a cette double dimension. Donc progressivement, l'art est passé d'un monde où tout est matière, la lumière est même matière, à un monde où on a commencé à comprendre qu'il y avait la matière et la lumière, séparées. On a commencé à comprendre qu'il y avait la notion de champ, puis après on s'est rendu compte que les deux étaient unifiés. Finalement, le message de la mécanique quantique, c'est le fait qu'on doit réunir ce qui est séparé. De même pour la physique moderne, il n'y a pas d'un côté l'espace et de l'autre le temps, il y a les deux réunis, ça s'appelle l'espace-temps, le continuum spatio-temporel. Si vous avez compris ce que j'ai évoqué sur la relativité, vous avez vu que quand vous allez vite, le temps ne s'écoule pas de la même façon, assez curieusement. Vous voyez, ça c'est un message que dit Albert Einstein en 1905, on est en 2011, je calculais, ça fait 106 ans, et on est toujours dans cette séparation du temps et de l'espace. Or, en physique moderne, l'espace et le temps se relient. C'est relié, on appelle ça un continuum spatio-temporel. Il n'y a pas d'un côté la matière et il n'y a pas de l'autre la lumière, c'est la matière-lumière, la matière-onde. On est passé d'éléments séparés à des éléments reliés. Et vous vous en rendrez compte qu'il ne peut pas y avoir d'univers s'il n'y a pas un être conscient qui le relie. C'est obligé. C'est la conséquence logique de ça. Alors, je me suis dit, en ayant fait un parcours universitaire, je me suis dit, il faudrait donner aux gens, non pas des spécialités, ils ne vont pas passer leur temps à étudier, mais leur donner l'essence, l'essentiel des disciplines, la logique, ce qu'on appelle l'esprit de la discipline, pour qu'ils puissent avoir une connaissance de base. Souvent d'ailleurs, on procède ainsi, c'est-à-dire qu'on fait des études, on se spécialise, puis après on essaye,
si on a le temps d'aller regarder ailleurs. Mais si on le faisait dès le départ, pour les jeunes générations par exemple, on leur donnait un panorama large de disciplines, de la physique, de la chimie, un peu de mathématiques, un peu de sociologie, un peu de philosophie, de la psychologie, là, ils auraient déjà ce goût de la reliance. Et après, ils pourraient se spécialiser. Pour les adultes, ils pourraient avoir des armes pour exercer leur citoyenneté, parce qu'on est libre que si on est informé. Et vous voyez bien qu'il y a une guerre de l'information et de la désinformation. Ça passe par les médias, ça passe par la télé. Et le vrai savoir unitaire, c'est la logique. Parce qu'on voit bien qu'il y a une logique qui sied à la chimie, il y a une logique qui sied à la physique, il y a une logique qui sied à la psychologie, etc., etc. Et si on arrivait à réunir tous ces continents disciplinaires, si on faisait que ces continents disciplinaires puissent former une unité, ben à ce moment-là, on verrait le monde différemment, un peu comme cette neuroanatomiste Jim Boyle Taylor, qui a, à un moment donné, par un AVC forcé, vu le monde, non pas dans sa différence, dans sa dissemblance, mais dans sa ressemblance, dans ses liens, dans sa reliance. Et à ce moment-là, son rapport au monde a été changé et sa vie a été changée. Elle a vu un monde différemment, elle dit elle-même qu'elle voyait le monde avant en noir et blanc, elle l'a vu en couleur. Et si on arrivait à faire ça, c'était le but des académies, autrefois, on donnait aux gens, prédigérer, comme la maman oiseau qui va prédigérer le savoir, les bases nécessaires pour que les gens voient le monde différemment. Il y aurait un gain de temps extraordinaire et chacun pourrait après, en fonction de sa fibre naturelle, aller explorer tel ou tel aspect. Mais il y aurait une sorte de base qui serait posée. Et c'est ainsi que dans l'Antiquité, on voyait le savoir. L'Académie de Platon, c'était un peu ça. C'est-à-dire, ça avait une ambition d'apprendre aux gens à penser, à raisonner, à relationner différemment avec le monde. Ça passait par des initiations. Mais on pourrait très bien envisager une sorte d'initiation moderne où on donnerait aux gens l'essence des disciplines pour leur apprendre à penser différemment. La pensée que les Coggi appellent la pensée de reliance, le fil de coton blanc, celui qui permet de tisser un réseau de liens et qui permet aux gens d'être libérés d'un certain nombre de faux semblants, de regards orientés, d'aveuglement disciplinaire, on appelle ça comme on veut, mais cette espèce de regard extrêmement étroit qui ne permet pas de voir les choses autrement. Et ce que je ressens de plus en plus à travers les conférences, c'est qu'entre le savoir intuitif que nous avons en nous et qui vibre et qui demande à sortir, et ce qu'on nous propose extérieurement, il n'y a pas d'adéquation. Il y a besoin d'une expansion. Je crois que si effectivement en 68 les gens se sont révoltés parce qu'on était en gérotocratie, il n'y avait pas de problème économique, il y avait besoin d'une bouffée d'oxygène, on a aussi besoin d'une bouffée d'oxygène disciplinaire, on a besoin de voir les choses autrement. Et en les mettant en lien, on va voir les choses autrement. Vous savez que la loi de base de l'écologie, c'est 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais à 3. Parce que quand vous avez un système 1 qui interagit avec un autre système 1, ce n'est pas simplement 2 systèmes, il y a un 3e système qui vient de l'interaction. 1 plus 1, ça donne 3, parce que 1 réagit avec 1.